Je m'appelle Merveille Tazou, enseignante de formation, journaliste de profession et féministe par conviction. Je suis aussi la personne qui se cache derrière le média féministe africain, un média 100% digital et engagé pour la libération des femmes et des filles africaines. En 2023, avec le soutien de l'African Women's Development Fund, AWDF, j'ai participé aux côtés de 38 autres femmes à la rédaction du dictionnaire libre et créatif du féminisme africain. Dans ce podcast, accompagné de Karine, une militante féministe béninoise, on vous amène à la découverte de cet outil puissant et de quelques autrices ayant contribué à sa rédaction. Bonjour Karine. Bonjour Merveille, bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs. Aujourd'hui, nous sommes avec René pour parler du mot homme. Bonjour René et bienvenue dans ce podcast. Est-ce que tu peux dire à celles et ceux qui écoutent cet épisode qui tu es et ta perception à toi du féminisme africain? Bonjour à toutes, je suis René Noès. Je vis au Cameroun et je suis du continent. Je suis militante féministe cumulant plus de 15 ans d'expérience. Je suis spécialiste des questions de SOGS, de gestion de projets féministes, d'accompagnement des jeunes militants féministes et je suis spécialisée dans la prise en charge des violences faites aux femmes, notamment dans l'apport de restructuration, dans le processus de restructuration après le traumatisme. Donc, je suis psychologue aussi. Et pour moi, le féminisme se perçoit comme un voyage vers un parcours de déconstruction, vers une découverte de soi, vers un don de soi, mais surtout vers une identité politique qu'on décide de porter, de clamer, mais aussi de faire comprendre aux autres. Le féminisme, pour moi, c'est la sororité, le partage, mais aussi le changement profond, transformatif pour une société égalitaire, équitable, et où les femmes et les hommes ont accès aux mêmes opportunités, ont accès aux mêmes chances et peuvent jouir de mêmes privilèges. Et en tant que féministe, radicale, intersectionnelle, je pense que le combat est un combat perpétuel, car les droits des femmes ne sont jamais acquis. On assiste aujourd'hui à un backlash de malades qui remet en question tous les droits acquis par les femmes. Et ce que j'aime toujours dire, c'est que plus le backlash est fort, plus ça signifie que le travail que les féministes font est en train d'avancer, porte ses fruits au point de perturber le statu quo, au point de perturber les codes sociétaux mis en place. Et le backlash n'est juste que la riposte du travail que nous sommes en train de faire au quotidien dans le changement de mentalité et dans la transformation sociale. Merci René pour ta définition vraiment complète. Et tout à l'heure, tu as parlé un peu des hommes. Et je me rappelle pendant l'atelier de lecture qu'on a fait à Dakar, il y a une participante qui se demandait si le féminisme, c'est la lutte contre les hommes. Qu'est-ce que tu réponds à ça? C'est l'éternelle question de savoir si les féministes détestent les hommes, si les féministes viennent dans l'optique de remplacer des hommes, de prendre la place des hommes, et je reprendrai que non. Le féminisme s'attaque à des systèmes ou à un système qui a des ramifications et qui se renforcent mutuellement. Le féminisme s'attaque au patriarcat, le féminisme s'attaque au sexisme, s'attaque à la misogynie, au capitalisme, à plein de systèmes qui oppressent, dominent et assujettissent la femme. Aujourd'hui, quand on parle de féminisme, le féminisme fait peur, le féminisme effraie parce qu'on est dans une incompréhension totale. La société évolue dans une dualité où les hommes et les femmes ont
leur place, ont leur importance, mais surtout doivent jouir des mêmes et des mêmes droits et des mêmes opportunités. En tant que féministe, je n'ai pas peur des hommes. En tant que féministe, les hommes ne m'effraient pas. Mais ce sont les privilèges dont ils bénéficient, moi qui m'effraient. En tant que jeune femme, j'aimerais avoir la capacité de décider de mon corps, de décider de ma vie, de décider de mes choix. En tant que femme, j'aimerais décider de ma vie en général, que ce soit du point de vue social, politique, civique, moral ou même traditionnel. J'aimerais avoir le choix, la latitude de faire des choses qui me plaisent à moi, pas pour contenter un groupuscule de personnes ou pour contenter la société. Le patriarcat n'est pas seulement nocif pour les femmes, il est également pour les hommes. Il enferme les hommes dans une espèce de couloir, dans une espèce de boîte noire, dans une espèce de cage qui les empêche de se mouvoir. À cause du patriarcat, les hommes sont incapables d'exprimer leurs sentiments. Beaucoup d'hommes sont incapables de vivre pour eux. Beaucoup d'hommes se retrouvent avec beaucoup de charges, que ce soit des charges morales, émotionnelles, financières, parce que les femmes sont reliées à certains rôles secondaires et ne peuvent pas exprimer ou vivre pleinement leur plein potentiel. Ce qui les réduisent euh, à des rangs de consommatrices, parce qu'il faut le dire, dans la société actuellement, la femme est vue comme un bien de reproduction, mais aussi comme un bien de production qui ne, qui n'a pas vraiment de plus-value dans la société. Quand on a une femme autonome et qui assume ses choix, qui prend ses décisions, qui est financièrement autonome, on brise les stéréotypes reçus par la société, par le patriarcat, et on effraie. Quand on est sociabilisé dans l'enfance, durant l'éducation que les petites filles reçoivent et que moi-même j'ai d'ailleurs reçu, c'est tu dois être belle, tu dois être jolie, tu dois être douce, tu dois faire ci parce que tu faudrait que tu aies un bon mari. Alors qu'au moment où on te dit tu dois être compétitive, tu dois être compétente, tu dois être ambitieuse, tu dois aspirer à avoir beaucoup de pouvoir, avoir beaucoup d'argent. Parce que dans ma tradition en moi, on dit les femmes fortes, les femmes qui ont réussi, qui ont beaucoup d'argent, qui sont autonomes et pas les hommes, et du coup, elles ne sont pas faites pour le mariage. Et Oui. revenir, et revenir à la question des féministes qui détestent les hommes. Non, les hommes ont peur des femmes de violence. Les hommes ont peur des femmes capables. Les hommes ont peur Mhm. des femmes libres qui connaissent ce qu'elles veulent et qui ne se laissent pas avoir. Pour chuter, je dirais que le féminisme est là pour un équilibrage sociétal, pour remettre les pendules à l'heure et pour remettre la femme et l'homme sur un même piédestal en termes d'opportunités et de tout ce qui est socialement acceptable. Merci beaucoup, René. Tes mots sont tellement intéressants. Dans ton texte, quand je l'ai lu, tu décris justement l'homme comme euh, cette personne qui prend trop d'espace, qui prend trop de place, et, et aussi comme cet être nombriliste. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire quelle est ta perception de l'homme, mais surtout ta représentation de l'homme noir africain, genre pour contextualiser, vu que nous parlons à partir d'une perspective de femmes noires africaines vivant sur le continent. Ok. Déjà, quand j'ai reçu mon mot qui est long, j'ai été au départ un peu très mitigée parce que je ne savais pas exactement euh, quelle orientation donner à mon texte. Et après, je me suis laissée aller. Je parle de l'homme comme d'un être nombriliste, d'un être dont tout lui est accordé. Et une des choses, l'un des passages, moi, que quand je lis, ça, ça me fait rire. Parce que là, je suis quand même pas allée de ma mort. C'était le passage où il dit qu'il
Ils s'accrochent sur nous comme des algues marines sur des côtes. Oui, et je trouve quand même que là, j'ai quand même été assez... C'est quand même fort, en fait. En fait, je trouve que j'ai grandi dans une société commune à la vôtre, une société où l'homme est le chef de la famille, une société où lorsqu'on rentre de l'école, les garçons vont jouer et nous, en tant que jeunes filles, on est obligé d'aller aider maman en cuisine au cas où elle y est déjà, ou on est obligé d'aller en cuisine faire à manger au cas où elle serait occupée ailleurs. J'ai grandi dans une société où, dans une famille où le samedi était réservé pour nous, pour les travaux, tandis que le samedi était réservé pour eux, pour aller euh, au match au football, pour aller faire des activités ludiques qui les intéressent, pour développer leur potentiel, pour se divertir pendant que nous, on se tuait à la tâche. Et quand ils revenaient, on avait encore l'obligation de leur être, d'être gentil avec eux, d'être aimé avec eux, parce qu'ils ont beaucoup, leur journée a été très difficile et ils n'ont pas besoin de femmes difficiles à leur côté, mais de quelqu'un qui leur apporte la paix. Et face à tout, j'ai toujours trouvé que c'était injuste. D'ailleurs, mon papa me disait, toi, le jour où un homme va venir te demander ta main, je vais lui demander de ne pas me donner de dot parce que il est en train de prendre un fardeau il aura tellement de peine à porter ce fardeau que je trouve que l'argent de la dot là, ce sera nécessaire pour qu'il puisse supporter le fardeau. Et aussi, j'ai grandi avec des frères et des parents assez protecteurs. C'est pour ça que dans mon texte, j'ai vraiment parlé du fait que certains voyaient toujours de la vulnérabilité en moi et voulaient toujours me protéger. La moindre chose qu'il fallait faire à âge égal avec ton frère, tu n'as pas le droit de sortir, tu n'as pas le droit de t'amuser, tu n'as pas le droit de faire ça, parce qu'on trouve que tu es vulnérable, tu es plus tu pourrais éventuellement être sujette à des agressions. Mais je lui ai demandé, pourquoi est-ce que vous ne pensez pas que c'est à vous de rendre le dehors safe pour nous, pour que nous puissions sortir? Pourquoi c'est à nous de rester à la maison pendant que vous sortez sous prétexte que il faudrait qu'on soit en sécurité? Et pour qu'on puisse sortir chez nous, par exemple, il fallait de deux choses l'une, soit avoir l'autorisation ou d'avoir euh, la protection. Je veux dire, tu vas sortir avec ton frère, il va prendre soin de toi. Au moins, à une époque, j'avais un meilleur ami qui venait toujours se porter garant chez moi pour dire, je vais sortir avec René et je vais prendre soin d'elle. Et à un moment, ça m'énervait tellement de savoir, moi, en tant qu'adulte, je n'ai pas le droit de sortir seule parce que je suis vulnérable et pour avoir l'autorisation de sortir, il faut que ce soit un homme, qu'il soit grand, petit, on s'en fout. Du moment que c'est un homme, qu'il ait 10 ou 15 ans, on s'en fout. Du moment où je suis chaperonnée par un homme, j'ai le droit de sortir. Et dans ton texte, tu parles de ça, René. Tu parles de ses frères, ses pères, ses amis et ses amants qui voient toujours de la vulnérabilité en nous et s'érigent en prince charmant pour nous secourir alors on ne leur a rien demandé. Et pour eux, ça va du bon sens parce qu'ils sont les hommes et justement, ils sont naturellement protecteurs et nous sommes fragiles. Voilà. Mais sinon, moi, je veux revenir en fait sur une partie de ton texte qui m'a intriguée. C'est là où tu parles de nos mères. Et tu dis comment ne pas s'indigner face à nos mères, ferventes gardiennes des clés de notre enfer. Est-ce que tu penses que quelque part, si si les femmes sont emprisonnées, comme tu le dis dans ton texte, par les hommes, quelque part c'est à cause de nos mères. Est-ce que tu penses qu'elles ont elles-mêmes les clés de leur liberté? Est-ce qu'elles ont le choix finalement? Oui, le patriarcat a aussi ça de bon, de nous faire croire que notre place, notre rôle est limité à ce que il nous permet d'avoir le rôle de la femme, c'est la douceur, la femme, c'est le pardon, la femme, c'est la soumission, la femme, c'est tout ce qui est douceur et manque d'initiative. Et quand je dis que nos mères sont des ferventes gardiennes des clés de notre enfer, c'est parce que elles ont elles-mêmes les clés de leur liberté. Elles ont le choix. Elles ont le choix de choisir. Elles ont le choix de faire ce qu'elles veulent. Et moi, je trouve que c'est
Ça va du principe que généralement dans des familles, je l'ai vécu plusieurs fois. Je l'ai vécu plusieurs fois lors des réunions familiales, lors des disputes de famille, ou lorsque une femme quittait son foyer pour euh, pour la raison de violence, de maltraitance, d'infidélité, de tout ce qui va avec. Nos mères étaient les premières à leur dire, mais ma fille, pourquoi tu t'en vas? Il faut rester. Est-ce que tu penses que pour nous-mêmes, c'est facile tous les jours? Tu me vois, je suis mariée depuis 50 ans avec ton père. C'est parce que je le supporte. Et l'homme est d'abord infidèle de nature. L'homme ne va pas rester pour toi seul. L'homme peut être violent. Il ne fait pas les hommes, on n'a pas le droit de les froisser, en fait. On n'a pas le droit de les froisser. On n'a pas le droit de les crier dessus. On n'a pas le droit d'exprimer nos mécontentements. On dit toujours, tu as ton mari, tu n'as pas le droit de lui parler comme il faut. Tu n'as pas le droit d'exploser de colère. Tu dois masser ton cœur, attendre quand vous serez couchés tous les deux dans la chambre, sous l'oreiller et parler doucement. Par contre, lui, il a le droit d'exploser de colère, d'avoir des crises de colère, mais toi, non. Et je mets l'accent sur nos mères parce que lorsque les jeunes femmes vont en mariage, il y a toute une éducation au mariage qui est faite aux femmes et qui ne l'est pas faite, qui n'est pas faite aux hommes. Il y a une éducation de mariage qui est faite aux femmes par nos mères qui nous dit, comme tu vas partir au mariage, le mariage c'est ci, le mariage c'est ça, le mariage c'est ça, il faut supporter, il faut. Et là, la femme va en mariage en sachant que de toutes les façons, je vais dans un mariage avec un déséquilibre parce que la personne que j'aurai en face de moi sera mon supérieur, il sera mon patron, il sera mon chef, il sera mon boss. Il ne sera pas mon chéri, il ne sera pas mon égal, il ne sera pas mon partenaire, il ne sera pas mon compagnon. Et ça, nos mamans mettent bien l'accent dessus pour qu'il y ait vraiment cette relation de pouvoir, cette dynamique de pouvoir, ce rapport de force dans un couple. Est-ce que René, tu ne penses pas que quand même c'est à cause du conditionnement? Parce que de toi à moi, même nous, elles-mêmes, elles ont sûrement reçu cette éducation qu'elles nous ont léguée et peut-être qu'elles n'ont pas eu les mêmes armes que toi et moi aujourd'hui pour s'en estiper. Je sais pas. Tu ne penses pas que c'est un peu, comment je Je dirais? suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord qu'on vit dans un conditionnement. Je suis totalement d'accord qu'on vit dans une espèce de copine psychologique où les femmes reproduisent ce qu'elles ont eu à leur tour, où les questions de domination et d'égalité de genre sont dites ne pas être dans les normes africaines. Nos mamans ont vécu beaucoup de torture, si je peux dire, et j'en suis toujours tellement navrée pour elles. Et je crois pas que le fait qu'elles le disent parte d'une mauvaise intention. Non, je ne l'ai jamais pensé. Je trouve que nos mamans africaines ont beaucoup supporté et supporteront encore beaucoup. Et le fait de nous demander de supporter, de ne pas se rebeller, de mettre une pierre sur le cœur, c'est pour elle aussi une manière de nous demander, une manière pour elle et pour nous, de nous protéger. Elle nous donne des armures. Elle nous donne des armures, des boucliers sociaux ou des boucliers familiales pour aller avec selon leur méthode à elle. Nos mamans ont beaucoup souffert. Certaines ont son mode de chagrin ou certaines ont vécu heureuse quand elles ont accepté la situation qui est la leur et qu'elles ont entamé vraiment ce chemin d'acceptation, de contrôle et d'acceptation de cette vie-là, dans ce conditionnement-là. Lorsqu'une maman te demande de supporter, ça ne vient pas d'une mauvaise intention. C'est ce qu'elle-même elle a appris, c'est ce qu'elle-même on a dit quand son heure était arrivée dans le mariage. C'est parce qu'elle-même elle a grandi dans cet état d'esprit de supporter. Je ne pense pas que nos mamans aujourd'hui penseraient que une femme qui quitte du mariage pour faute de violence, c'est légitime. Parce qu'à leur époque, ça a toujours été la chose la plus banalisée et l'une des choses même les plus tabous. Combien de familles
ont abordé des questions de violence sexuelle? Combien de familles ont abordé des questions d'inceste? Combien de familles ont abordé des questions de harcèlement au sein du cercle familial? Parce que ce sont des choses qui ont été normalisées, qui ont été intériorisées, mais qui pourtant sévissent au sein de nos familles. C'est pas qu'elles ferment les yeux, mais c'est que tellement on banalise une chose qu'après on a tendance à la normaliser et à la légitimiser. Donc, je suis totalement d'accord avec le fait qu'elles vivent un conditionnement, elles vivent une socialisation dès la base qui a commencé à leur faire intérioriser ces interdits, accepter ces réalités de deux poids, deux mesures, mais aussi de comprendre que oui, en tant que femme, mon sort est scellé et je dois y faire. C'est juste malheureux pour nous. Selon toi, René, quelle devrait être la place des hommes et notamment des hommes africains dans la lutte pour l'égalité sur notre continent? Je pense que la lutte des hommes noirs africains vivant sur le continent est importante dans cette lutte de classe, dans cette lutte capitaliste, dans cette lutte sociale et dans cette lutte identitaire. Ils ont une place primordiale en tant qu'alliés pour pouvoir faire avancer la lutte. Et ça se ressent aussi dans les actions qui sont menées au quotidien. Nous, quand nous menons des actions au quotidien et que nous allons, par exemple, faire des plaidoyers, des rencontres institutionnelles ou des sensibilisations communautaires, et qu'il y a des hommes dans l'espace qui discutent avec d'autres hommes sur ces questions-là, le message est mieux entendu, mieux assimilé, parce que les hommes jugent que, selon les normes patriarcales, les hommes entre eux se parlent mieux que les hommes avec les femmes qui sont des cancanières et qui ne disent jamais rien de vraiment consistant. Et les hommes déconstruits sont d'une importance capitale. J'appuie sur les hommes déconstruits parce que lorsqu'un homme est déconstruit, la perception qu'il a de la femme, la perception qu'il a des relations dualistes entre l'homme et la femme, la perception qu'il a des relations sociétales entre l'homme, les hommes et les femmes, change radicalement. Et même dans le discours, on observe un changement de narratif, on observe un changement de comportement et aussi on observe un changement de dynamique sociétale. Et les hommes alliés ont beaucoup de travail à faire. Nous, en tant que féministes, il est important pour nous d'intégrer ces hommes dans des discussions. Je ne demande pas de les intégrer dans des espaces, mais de les intégrer dans des conversations, dans des discussions, afin de leur donner des outils, de leur donner des compétences, de leur donner de l'énergie pour qu'à leur tour, ils puissent sensibiliser leurs pairs. Parce que nous, en tant que féministes, on a déjà assez de travail de reconditionnement ou de déconstruction de nos sœurs. Et je trouve que le changement de narratif des hommes peut éventuellement être fait par les hommes. Et n'oublions pas aussi que les hommes sont les détenteurs de pouvoir. Les hommes sont les détenteurs d'enjeux. Les hommes sont les détenteurs d'argent. Et les personnes qui ont le pouvoir, l'argent et les espaces sont des personnes qui ont le pouvoir. Et nous ne pouvons pas faire évoluer la lutte sans pouvoir intégrer ces hommes d'influence-là. Et pour pouvoir bousculer les choses, il faudrait que ces hommes-là soient intégrés. Lorsque on parle de changer des lois ou d'améliorer des lois, parfois ça n'évolue pas parce que les personnes censées le faire sont des hommes. Et la plupart des femmes qui sont dans des espaces décisionnels n'ont pas assez de poids, n'ont pas assez d'influence ou de pouvoir pour faire bouger les lignes. Et si nous, on veut faire bouger les lignes, on a intérêt à ce que les hommes de pouvoir, les hommes d'influence soient acquis à la cause afin que la transformation sociale soit effective. Merci René, merci beaucoup pour la place que tu donnes aux hommes. Enfin voilà, souvent ils se demandent comment est-ce qu'ils peuvent nous aider ou même ils considèrent qu'ils ne sont pas nos bourreaux mais plutôt de notre côté, sauf que parfois ils le sont mal. Moi j'ai envie de te demander ton mot de la fin, René. Mon mot de fin pour embrayer sur mon imaginaire féministe,
C'est ça que je crois que c'était imaginaire féministe ou délire. Non, Parce c'est que ça, c'est mon justement, imaginaire féministe. ouais, ouais, c'est mon imaginaire féministe ou délire. Euh, Ma société idéale à moi, c'est une société libérée de toute contrainte, où les femmes sont davantage des égales des hommes, où elles peuvent, oui, faire des choses incroyables, monter des entreprises, diriger des pays, avoir de l'influence et du pouvoir. Et où vraiment il y a tout ce qu'on peut avoir d'humaniste peut prendre les valeurs féministes, mais aussi de pouvoir avoir des armes nécessaires pour pouvoir avancer de manière solidaire, de manière sorore, mais aussi de manière bienveillante. J'ai fait l'emphase sur les protections menstruelles parce que justement aussi, c'est l'un des combats féministes qui me tient à cœur, l'accès à la dignité menstruelle. Je trouve que ce sont aussi des questions qu'il est important d'aborder. On aurait voulu que les protections hygiéniques soient aussi banales, soient très banales pour permettre à chaque femme de pouvoir accéder à une gestion de l'hygiène menstruelle plus agréable pour elle. Mon mot de fin, c'est le féminisme est un voyage dans lequel chaque femme, chaque homme déconstruit à sa place, a un rôle important à jouer et a un changement de narratif à faire. Aujourd'hui, nous sommes à l'époque du féminisme 2.0, du féminisme radical, du féminisme digital. Et grâce au digital aujourd'hui, on peut tisser une toile de féministes qui font en sorte qu'on peut sans isoler que nous menons dans nos différents pays, dans nos différentes villes, localités, sont importantes. Et si elles sont mises ensemble de bout en bout, être. J'invite ici les unes, les uns, à continuer à faire le travail magnifique qu'ils font, à porter la cause et la manière qui est la leur. Nous, on le fait avec ce dictionnaire par l'écriture. D'autres le font avec le dessin, avec le chant, avec pour les femmes et les filles, afin que chaque femme et fille puisse explorer ses potentialités, développer ses compétences et pouvoir jouir d'une autonomie psychologique, psychique, mais aussi corporelle. D'accord. Merci René. Merci beaucoup pour ton mot de la fin, aussi bien aux hommes mais aussi aux femmes. Là, on arrive à la fin du podcast et merci encore à toi.